Bienvenue pour cette nouvelle leçon qui s'intitule Processus aléatoire et dont le sous-titre est Estimation spectrale. Le sommaire est le suivant, il comporte 2 points. On va tout d'abord s'intéresser à l'estimation de spectre de Ré, c'est-à-dire de spectre de sinusoïde, et ensuite l'estimation de spectre dit continu. La première rubrique est spectre de Ré, et nous allons nous intéresser à des observations qui ont la forme suivante. X de n égale somme de k égale 1 jusqu'à p, de alpha k et puissance de jpfkn plus bn, où le signal ici contient les paramètres d'intérêt θ qui sont alpha, alpha 2, alpha p qui sont des nombres complexes et f1, f2, fp qui sont des fréquences comprises entre 0 et 1. Donc ici on a estimé à partir d'une suite d'observations petit n allant de 0 à n-1 les paramètres que l'on a ici. Alors évidemment, si nous avions eu des sinusoïdes réelles, nous aurions obtenu à peu près la même expression dans la mesure où une sinusoïde réelle est la somme de 2 exponentielles complexes de fréquences opposées. Donc nous allons la travailler avec des signaux complexes, mais évidemment ce que nous allons voir se généralise à des signaux réels. Alors là, effectivement, on remarque une première chose, c'est que par rapport au paramètre alpha k, l'expression est linéaire, tandis que par rapport aux fréquences inconnues fk, l'expression est non linéaire, ce qui risque de rendre plus difficile l'estimation effectivement de ces fréquences. Alors, faisons adopter une attitude que nous avons déjà prise plusieurs fois, qui s'appelle de minimiser par la méthode des moindres carrés. C'est-à-dire que l'on va avoir une minimisation quadratique dont on sait qu'elle est ensuite faisable, dont la solution est relativement simple puisqu'elle est donnée par le théorème de projection. Donc on va rechercher le minimum par rapport à l'ensemble de toutes les variables qui sont ici, à savoir alpha 1, alpha 2, alpha p appartenant à C et f1, f2, fp appartenant à l'intervalle 0,1, de la somme de n égale 0 à n-1 des écarts quadratiques qui sont ici. Alors vous voyez que cette expression est très compliquée. On peut toutefois utiliser ce que l'on a vu au moins pour estimer d'abord en minimisant tout par rapport d'abord aux variables alpha 1, alpha 2, alpha p, de manière à remplacer après les valeurs que l'on va obtenir pour la minimisation à partir de ces variables et en déduire une expression qui ne contiendra plus que les fréquences f1, f2 et fp. Alors en énumérant les grandes n équations effectivement que l'on avait précédemment, je les reprends pour bien vous les montrer, en énumérant ces équations pour petit n allant de 0 à n-1, et en les empilant, on va obtenir l'équation matricielle suivante, grand X représente l'ensemble des valeurs x0 jusqu'à xn-1. Le vecteur grand X est égal à une matrice qui ne dépend que des fréquences f1, f2, fp, que multiplie un vecteur alpha et auquel s'additionne un vecteur de bruit. Alors maintenant, la matrice grand A, elle est comment? La matrice grand A, elle est constituée de grand P vecteurs de régression, et ces vecteurs de régression A1, A2, AP sont dépendants de la fréquence f par l'expression suivante. Donc le vecteur A de f que l'on a ici, qui constitue les vecteurs colonnes de la matrice grand A, sont de la forme 1, épuissance 2 jpf jusqu'à épuissance 2 jp n-1 f. Donc on a ici un problème classique qui est effectivement de trouver l'élément le plus proche de x dans l'image de grand A, c'est-à-dire effectivement un vecteur qui soit une combinaison linéaire des vecteurs colonnes de grand A, et en appliquant le théorème de projection, on obtient de manière extrêmement simple que la condition du principe d'orthogonalité va nous conduire à l'équation suivante, A transconjugué que multiplie grand X, qui est un vecteur ici, moins grand A, qui est donc la matrice des régresseurs alpha, est égal à 0. Alors ici, j'ai omis la dépendance en f pour alléger l'écriture. Alors on peut maintenant à présent en déduire la valeur de alpha, tout simplement en développant ici AHX égale AHA alpha, en utilisant la linéarité des opérations matricielles, et on va obtenir donc que le alpha optimal qu'il faut prendre déjà pour minimiser par rapport à alpha est égal à AHA à la puissance moins 1 que multiplie AHX. À présent, en portant cette expression dans la quantité à minimiser et en tenant compte de l'orthogonalité de grand A alpha par rapport à l'expression x moins A alpha, en tenant compte de l'orthogonalité de ça, on obtient
pratiquement une fonction de j à minimiser qui se réduit à deux termes qui sont x transconjugué x moins x transconjugué a transconjugué a à la puissance moins 1, a transconjugué x. Tout ceci, ce sont des matrices. La matrice qui est ici est de dimension pp, et si les p-fréquences sont strictement différentes, cette matrice est de rang plein, et donc elle est inversible. Alors cette quantité-là, il faut la minimiser. Ce terme-là ne dépend pas des quantités à minimiser. Ce terme-là est précédé du signe moins, et donc il est équivalent en fait à la maximisation d'une nouvelle fonction dépendant des fréquences. Maintenant, je reprends la dépendance par rapport aux fréquences f1, f2, fp, qui s'écrit xh a AH A à la puissance moins 1 AH X. Alors je vous rappelle que les matrices qui sont là dépendent des fréquences F1, F2, Fp. Alors la maximisation de cette expression, c'est trouver le maximum de cette expression, mais qui est une expression dépendant de P variables. Et chercher le maximum d'une fonction à plusieurs variables, c'est une tâche en général très compliquée. Et donc le seul cas effectivement où on va avoir une solution simple, c'est lorsque effectivement le nombre de sinusoïdes à estimer est égal à 1. Alors, on peut montrer à présent que si le min sur toutes les valeurs de i des écarts de fréquence que l'on a estimés fi moins fj sur toutes les valeurs de i et j est suffisamment grand devant 1 sur n, on va avoir une propriété de simplification importante puisque AHA va être égal à peu près à n fois l'identité. Et donc, dans l'expression précédente que nous avons ici, cette quantité-là est une identité, et donc elle va s'en aller, et du coup, on va avoir une expression extrêmement simple, et on pourra montrer que l'on peut obtenir la maximisation sur l'ensemble des variables f1, f2, fp, tout simplement en prenant les p maxima de la fonction suivante. Donc, je la prends ici, c'est la fonction que je vais appeler j de f, ou plutôt j tilde de f, qui est égale à 1 sur n, somme de n égale 0 à n moins 1 de x de n et puissance 2jp nf en module au carré. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait p termes, ces p termes sont positifs, ils sont tous dépendants séparément de la variable f, et on a donc ramené le problème de la recherche du maximum d'une fonction à plusieurs variables à un problème de chercher p maxima d'une fonction monovariable. Et ça, c'est extrêmement facile à faire. Même si on n'a pas de solution analytique, il suffira de grider l'intervalle de fréquence 0,1 pour trouver les p maxima. Donc je reviens là où nous avions effectivement laissé l'expression. Donc la technique, en fait, qui a été d'ailleurs proposée par Schuster en 1898 pour estimer la périodicité des taches solaires dont je vous ai déjà parlé, c'était de rechercher donc les P maxima de IN de F égale 1 sur n, somme de n égale 0 à n moins 1 de xn et puissance moins 2 jpnf en module au carré. Alors effectivement, la recherche de ces P maxima va donner un bon résultat que si les fréquences sont suffisamment séparées devant 1 sur n, c'est-à-dire suffisamment espacées devant ce qu'on appelle des fois la limite de Fourier, c'est-à-dire l'inverse du temps d'observation, 1 sur grand N. Dans les autres cas, effectivement, ça risque de donner vos résultats. Méthode HR, exemple musique. Alors, HR signifie ici haute résolution. Il y a une trentaine d'années, une intense recherche s'est développée pour essayer de franchir la fameuse limite de Fourier. Alors, cette recherche a abouti à de nombreux algorithmes auxquels on a associé en fait le vocable haute résolution, puisqu'ils avaient atteint cet objectif effectivement d'arriver à faire mieux que le périodogramme. Alors parmi eux, un algorithme effectivement a eu un succès important, c'est l'algorithme musique. Alors musique ici c'est un acronyme, hein. MU veut dire multiple, SI veut dire signal et C veut dire caractérisation. Alors pour mettre en place cet algorithme musique, on opère de la façon suivante, on concatène grand M valeurs successives du signal sous la forme d'un vecteur comme celui-là, et on choisit M supérieur au nombre grand P de sinusoïdes que l'on cherche à estimer. Alors si on pose A de F égale l'ensemble des vecteurs colonnes qui est ici, où chaque vecteur colonne a pour expression A de F égale 1, et puissance de JPF, etc., et puissance de JP M moins 1F, on obtient pour X de N l'expression suivante, égale A de F Sn plus Bn. Sn est un vecteur de dimension k dont on pourra montrer à titre d'exercice
que son expression est la suivante. Sn est égal à alpha 1 et puissance 2jπ f1n jusqu'à alpha p et puissance 2jπ fpn. Alors en supposant que Sn et Bn sont décorrélés d'une part et que Bn est un bruit blanc, c'est-à-dire que sa matrice de covariance est égale à sigma de i, on obtient pour la matrice de covariance de xmn qui est égale, cette matrice de covariance par définition, puisque toutes ces quantités sont centrées, est égale à espérance de xmn xmn transpose. Ça, c'est la définition de la matrice de covariance. C'est une matrice de covariance de dimension mm à cause de la taille des vecteurs. On obtient l'expression suivante. La matrice de covariance de xmn s'écrit Rm égale AF S0 AF transconjugué plus sigma de i. Alors la matrice R0 égale A S0 A transconjugué, dans la matrice que je note R0 égale A S0 A transconjugué, est une matrice de dimension MM, mais qui est dégénérée, tout simplement parce que la matrice S0 est de rang et de dimension PP. Alors en supposant que la matrice S0 est de rang plein, on obtient ici pour la matrice qui est ici, une matrice qui possède en fait grand P vecteurs propres, dont la valeur propre, ici, est différente de 0. Alors les grands P vecteurs propres de matrice R0 dont les valeurs propres sont différentes de 0, ces grands P vecteurs propres appartiennent au sous-espace engendré par les colonnes de A. Ce sous-espace engendré par les colonnes de A s'appelle dans la littérature l'espace signal et ces vecteurs sont orthogonaux à un espace complémentaire de l'espace signal qu'on appelle l'espace bruit. On pourra alors montrer que les vecteurs propres associés aux valeurs propres de R0 qui ont une valeur propre différente de 0 sont aussi des vecteurs propres de la matrice Rm et avec des valeurs propres qui sont strictement supérieures à sigma 2. De même, les m-p vecteurs du noyau de la matrice R0 qui est ici sont vecteurs propres de la matrice Rm associés à la même valeur propre, sigma 2. On peut donc en fait maintenant exprimer cette décomposition de la façon suivante. Alors ici j'ai rappelé l'expression de Rm et on obtient la décomposition suivante. U est l'ensemble des vecteurs propres associés à des valeurs propres non nulles de la valeur R0. V, ce sont les vecteurs du noyau. La première partie qui est ici est telle que les valeurs propres qui sont là, ce sont précisément les valeurs propres non nulles de la matrice R0. Et ici, nous avons tous les vecteurs qui ont la même valeur propre, sigma 2. Alors, on remarque une chose, c'est que les vecteurs de A de F, évidemment, engendrent un espace qu'on appelle l'espace signal, je l'ai déjà dit, et les vecteurs U appartiennent à cet espace signal. Donc, on pourrait tester, par exemple, le fait que U, qui va être accessible à la mesure, comme on va le voir, appartiennent à l'espace signal et les chercher. Une autre façon de faire, c'est d'essayer d'estimer les vecteurs V et de vérifier lesquels des vecteurs de l'espace signal sont orthogonaux aux vecteurs V que l'on a obtenus par estimation. Et c'est dans musique cette approche qui a été privilégiée. Alors ici, je construis donc le projecteur sur l'espace bruit, c'est-à-dire le fameux espace qui est orthogonal à l'espace signal, et le projecteur sur l'espace bruit est tout simplement construit à partir des valeurs propres de la matrice de covariance observée qui correspondent aux valeurs propres identiques égales à sigma 2. L'algorithme musique alors consiste à chercher les P maxima de la fonction monovariable de f qu'on a écrite ici, où ici on a calculé un terme qui en principe devrait devenir égal à 0, et donc son inverse devenir infini. En estimation, c'est ce que j'ai indiqué ici par le petit chapeau. Quand c'est moi qui vais estimer les projecteurs sur l'espace bruit, ben cette fonction risque de prendre de grandes valeurs, là où j'ai des valeurs de f qui correspondent aux valeurs de f cherchées. Alors remarquons une chose ici, c'est que là aussi, on a eu un gain très très important par rapport à la méthode dont je vous avais parlé au début des moindres carrés, qui consistait à chercher un maxima d'une fonction à p variable, ce qui est très difficile. Et dans musique, on a la même, disons, facilité que l'on a dans le périodogramme, et c'est pour ça d'ailleurs que musique a eu un énorme succès. Il va au-delà de la méthode de Fourier, et en même temps,
on n'a à faire une recherche que de P maxima sur une fonction monovariable. Et ça, c'est extrêmement facile. Il suffira de grider l'espace petit f des fréquences 0, 1 pour obtenir les P maxima. Alors, avant de voir l'algorithme à partir des données, regardons ici un peu géométriquement qu'est-ce qui se passe. J'ai représenté le cas de deux sinusoïdes dans un espace grand M de dimension 3. Alors ici, j'ai représenté une ligne qui est censée représenter toutes les positions possibles du vecteur A de f quand f décrit l'intervalle 0, 1. Cette ligne-là s'appelle dans la littérature la variété. Et ici, donc, j'ai pris deux vecteurs de cette variété qui sont là. Ces deux vecteurs de cette variété, qui sont les deux vecteurs cachés qu'il va falloir estimer, engendrent un espace qui est l'espace signal. Perpendiculaire à cet espace signal, j'ai le projecteur sur l'espace bruit. Et l'idée, donc, c'est de trouver, par exemple, une première approche à l'intersection de la variété avec l'espace signal que l'on a estimé, ou bien chercher les vecteurs de la variété qui sont orthogonaux à l'espace bruit. Alors, pi en pratique, évidemment, je ne le connais pas, mais je peux l'estimer. N'oubliez pas que le grand avantage de cette méthode, c'est que je peux estimer les valeurs propres de la matrice qui m'intéresse, à savoir R0, à partir du calcul des vecteurs propres de la matrice que je peux observer et qui est Rm. Donc, en pratique, qu'est-ce que l'on fait? On effectue une estimation de la matrice de covariance, tout simplement en prenant un grand nombre de vecteurs xn et en essayant d'estimer donc la matrice avec l'estimateur suivant, R égale 1 sur grand N, somme de petit n égale 1 à grand N, de x m petit n, x m petit n transconjugué. Alors là, vous additionnez des matrices. Cette matrice est de taille m fois m. On va en additionner un grand nombre de manière à avoir une bonne estimée de la matrice de covariance de l'observation. On va faire la décomposition propre de cette matrice. On va choisir les vecteurs propres associés aux m-p valeurs propres les plus petites. En principe, elles devraient toutes être égales à sigma 2, mais avec le bruit, elles seront effectivement légèrement différentes de sigma 2. On va prendre donc celles qui sont les m-p plus petites. On va construire à partir de là le projecteur sur l'espace bruit et on va calculer le spectre de musique que j'ai présenté ici et dont je redonne l'expression. On va recalculer ici, puisque maintenant on a une estimée du projecteur sur l'espace bruit. On va pouvoir effectivement calculer cette fonction pour toute valeur de f et estimer ainsi les P maxima de cette fonction. Alors nous allons maintenant voir une simulation qui a été faite ici et donc je présente juste les résultats. Nous avons choisi deux fréquences, 0,2 et 0,21. Le rapport signal sur bruit est de 20 dB. Le rapport des amplitudes ici est aux alentours de 14 dB. On a 80 points de signaux. Alors je vous rappelle qu'on peut calculer la limite de Fourier de façon extrêmement simple. Je vous rappelle que la limite de Fourier c'est 1 sur n. C'est donc égal à 1 sur 80. Et 1 sur 80 donc il y a la valeur qui est indiquée ici, c'est aux alentours de 0,01. Et vous voyez donc que j'ai pris ici deux fréquences qui sont très très près au niveau de la limite de Fourier, puisqu'ils sont quasiment à la limite de Fourier. En principe, le périodogramme va avoir beaucoup de mal à exhiber les deux fréquences, tandis que l'estimateur musique va peut-être donner les meilleurs résultats. Alors voilà les résultats que j'ai obtenus sur une telle simulation. Ici, on a le spectre obtenu évidemment avec la technique du périodogramme. Il y a ici la fréquence, on voit apparaître une fréquence qui est 0,2. La 0,21, eh bien on la cherche, on la voit vraiment pas à l'intérieur du périodogramme tel qu'il a été représenté ici. Et maintenant, j'applique sur le même signal la technique musique, je choisis grand M, suffisamment grand. Je fabrique avec une matrice de covariance. Avec cette matrice de covariance, j'extrais les valeurs propres, les vecteurs propres correspondant aux valeurs propres, les m-p valeurs propres les plus petites, et je fabrique l'estimateur musique en cherchant les deux maxima. Et vous voyez que les deux maxima que j'obtiens ici sont assez près des valeurs 0,2 et 0,21. Alors on ne voit pas trop de différence ici parce qu'effectivement, ce n'est qu'une représentation graphique. Et donc l'estimateur musique a résolu les deux fréquences alors que le périodogramme n'avait pas réussi à le faire. Donc maintenant, nous avons dû en résumer pour les spectres constitués de raies, un premier type de spectre qui était en fait, une première méthode, pardon, qui était la méthode du périodogramme. Nous avons indiqué ses limites et nous avons donné une méthode qui était issue des techniques dites haute résolution et qui débouchait donc sur l'algorithme musique. Maintenant, nous allons passer donc à la deuxième partie qui est l'estimation des spectres continus.
Alors quand on estime les spectres en continu, il y a en fait deux façons de faire. La première façon de faire consiste à ne donner aucun modèle. On dit qu'on travaille de manière non paramétrique, on calcule la FFT et on représente le spectre. La deuxième méthode consiste à dire mon signal est par exemple un processus AR. Si c'est un processus AR, je vais pouvoir estimer les covariances et en déduire le spectre. Et c'est ce que nous allons voir à présent. Alors, spectre en continu, approche non paramétrique, eh bien je prends le périodogramme tel qu'on le connaît. Alors ici, pour en donner quelques résultats, je montre d'abord effectivement que ce périodogramme, ce n'est rien d'autre que la transformée à Fourier à temps discret des covariances empiriques que nous avons données. Et donc, vous voyez que c'est un bon estimateur a priori de la densité spectrale de puissance, puisqu'il correspond au point de vue formule, a priori, à la formule de définition du spectre, c'est-à-dire en fait la transformée de Fourier de la fonction de covariance. On montre, et je vous laisserai l'établir, que l'espérance du périodogramme converge vers la vraie valeur. Alors on s'est dit, c'est très bien, on a un estimateur qui converge vers la vraie valeur, mais qu'en est-il au cours des expériences? Eh bien en fait, il va se passer la chose suivante. Au cours des expériences que vous allez obtenir, que vous allez faire, vous allez par exemple ici avoir une valeur à atteindre une certaine valeur de S pour une certaine fréquence F0, et bien au cours des différentes expériences que vous allez avoir quelque chose qui effectivement va fluctuer, je préfère le dessiner ici par un trait en continu pour bien le montrer, qui va fluctuer effectivement autour de la vraie valeur, mais avec des amplitudes farouchement importantes. Alors regardez un petit peu, les amplitudes sont de l'ordre de grandeur de ce qu'on veut mesurer. C'est-à-dire que la variance de l'estimateur ne tend pas vers 0 quand n tend vers l'infini. Alors voyons ça effectivement sur la représentation qui est là. Nous avons augmenté la valeur de n et qu'observe-t-on? Eh bien quand on a de la chance, le point que l'on mesure est très près du spectre vrai qui est représenté ici par la courbe verte. Et puis quand on n'a pas de chance, il en est très loin. Alors je me dis en fait en croyant appliquer le bon sens, quand je vais augmenter n, ça va mieux se passer. Absolument pas. Je suis parti de n égale 128. Ici, je regarde n égale 1024. De temps en temps, j'ai de la chance. Je tombe à côté pour certaines fréquences de la vraie valeur. Et de temps en temps, pour certaines autres fréquences, eh bien, je tombe complètement à côté. Alors de là, l'idée, en fait, se dire, on doit pouvoir arriver à s'en sortir quand même avec cette approche. Alors il faut dire que tous les bons estimateurs non paramétriques des densités spectrales sont bâtis à partir du périodogramme. Donc on va partir de ce périodogramme et une idée extrêmement simple consiste à dire, ben, si j'ai pas de bol ici, peut-être que j'ai du bol à côté, j'ai un peu de chance à côté, et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais moyenner en fait plusieurs valeurs que j'ai calculées sur une certaine fenêtre, de manière avec cette moyenne, essayer de lisser un petit peu les fluctuations erratiques que j'ai là. Évidemment, ça va avoir une conséquence, en moyennant, je vais faire un peu un décalage par rapport à la vraie valeur, et donc je vais introduire un biais. Alors, le périodogramme lissé est donc donné ici. Les points voisins peuvent être utilisés pour réduire la variance. L'idée est la suivante. Avec une fenêtre de pondération W, on va faire un mélange pondéré des différents points qu'on a précédemment calculés avec le périodogramme. Et typiquement, la taille de la fenêtre sur laquelle on va faire la moyenne est en n puissance alpha, avec alpha inférieur à 1, typiquement 1 tiers. Évidemment, comme je l'ai dit, on supprime de la variance, mais il y a du biais. Je vous rappelle que la formule de l'écart quadratique est égale au biais au carré plus la variance. D'accord? C'est une formule ici qui est facile à établir. Et donc, en fait, quand on diminue la variance, on augmente le biais. D'accord? Et donc, l'idée, effectivement, c'est de jouer, de faire un compromis de manière à ce que cette somme soit le plus faible possible. Alors, il existe des techniques de calcul qui permettent en particulier de dimensionner correctement la taille grand M de la fenêtre de lissage. Alors voilà ce qu'on obtient sur une expérience qui a été réalisée sur le même exemple que tout à l'heure. Je suis parti effectivement d'un processus aléatoire dont la densité spectrale est représentée par la courbe en orange. Après un périodogramme uniquement, j'ai obtenu quelque chose de très erratique autour de la vraie valeur et j'ai utilisé une certaine fenêtre de lissage. Et la fenêtre de lissage que j'ai utilisée a conduit, vous voyez, au spectre blanc qui est assez proche du spectre cible qui était celui de la simulation. Alors j'en ai fini avec les techniques donc dites non paramétriques. On se souviendra que pour les techniques non paramétriques, ce qu'il faut faire, c'est utiliser le périodogramme et utiliser derrière une technique de lissage et surtout ne pas garder pour représenter le spectre ce que l'on a obtenu avec le périodogramme. Ce que l'on voit, les pointes que l'on voit ne sont pas des sinusoïdes, ce sont tout simplement la variabilité de votre outil d'estimation qui est mauvais. Et donc il faut à tout prix utiliser une technique de régularisation de ce spectre
pour obtenir une bonne estimation. Alors maintenant, nous allons passer à des méthodes qui parfois sont qualifiées de haute résolution dans le domaine spectral, parce qu'ici, on va pouvoir tracer le spectre de manière très précise dans l'intervalle 0,1. Il suffit en effet de partir d'un modèle paramétrique. Prenons un exemple. On prend par exemple l'estimation paramétrique à partir d'un modèle AR d'ordre P. On commence par estimer les covariances. Je vous rappelle, ces covariances s'estiment empiriquement, comme on l'a vu dans une leçon précédente, en effectuant des décalages à partir de l'ensemble des échantillons qu'on a obtenus au cours d'une campagne de mesure. On en déduit par l'inversion des équations de Joule-Walker les coefficients des modèles AR. Je vous rappelle que lorsqu'on résout les équations de Joule-Walker, on obtient des coefficients tels que le polynôme construit sur ces coefficients a toutes ses racines à l'intérieur du cercle unité, donc j'aboutis à une structure causale et stable. Lorsque j'ai effectivement ces coefficients, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est d'utiliser la formule de filtrage pour effectivement tracer le spectre. Et donc en troisième lieu, on calcule le spectre par la formule de filtrage. Alors nous allons voir maintenant à présent sur un exemple qui a été au démarrage, comme je l'ai dit, des techniques dites de modélisation par des processus autorégressifs et qui est l'étude des taches solaires. Alors au début, effectivement, Sustler, qui a été donc le premier à introduire la technique du périodogramme pour essayer de mesurer la périodicité de ce signal. Alors en traçant le périodogramme, effectivement, vous voyez qu'il y a un maximum, et ce maximum, quand on le calcule, il est à environ 11,01 années. Joule, à une certaine époque, un peu plus tard, dans les années 20, a imaginé donc pour modéliser ce signal qui semble être relativement quand même à fréquence variable, il a pensé que considérer que ce signal était une sinusoïde plus du bruit, et donc appliquer une technique de périodogramme pour extraire les sinusoïdes, il n'y en avait qu'une, donc on pouvait le faire avec la méthode du périodogramme, et bien cette technique-là ne pouvait pas donner de bons résultats parce que le signal se comporte davantage comme un AR que comme un signal sinusoïdal avec du bruit. Et donc lui, ce qu'il a pris, il a pris effectivement ici l'ensemble des données qui sont là, il a fabriqué avec 3 coefficients de covariance, il en a déduit les valeurs A1, A2 et sigma 2, et à partir de là, il a utilisé la formule classique de filtrage pour donner le spectre, c'est-à-dire que le spectre qu'il a obtenu S de F, c'était égal à sigma 2 sur 1 plus A1 et puissance moins 2 JPF plus A2 et puissance moins 4 JPF en module au carré. Et cette fonction-là qu'on peut écrire effectivement en haute résolution pour toute valeur de F, il en prenait évidemment les valeurs après estimation obtenues avec la technique des équations de Joule-Walker. Alors on voit ici que si on fait la même manip avec les taches solaires, on obtient la période 10,42 années, qui est assez différente donc de ce qu'a trouvé Sustler. Alors nous allons maintenant un petit peu aussi considérer toutes ces techniques pour revenir un petit peu au signal de parole. Alors je vais aller très vite parce que ces simulations, on les a déjà faites. Alors vous voyez que ici, ça c'est un signal qui est constitué d'impulsions très faibles. Ça correspond effectivement à un son voisé et ces impulsions très faibles proviennent effectivement de la traversée du signal qui est produit par la glotte et qui sont des impulsions régulièrement espacées d'une durée égale à Tp, qui est le temps pitch, qui est aux alentours, par exemple, de 10 millisecondes. Et ce signal-là rentre à l'intérieur d'un fil, qui est le conduit vocal, et que l'on modélise par un filtre H de Z égale 1 sur A2Z. Et le signal observé Xn, donc, que l'on voit ici, pour une partie voisée, est considéré comme le filtrage d'un train d'impulsion. Et quand on filtre un train d'impulsion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous savez qu'un train d'impulsion, c'est tout simplement une somme de sinusoïdes de même amplitude, dont les fréquences sont multiples de la fréquence ici de ce signal, c'est-à-dire en fait de la fréquence de pitch où Fp est égal à 1 sur Tp. Et donc je sais que je vais avoir plein de sinusoïdes multiples de la fréquence Fp. Ces sinusoïdes vont exciter le filtre et vont donc produire des sinusoïdes aux mêmes fréquences, mais les amplitudes à présent vont être directement liées à la forme du conduit vocal. Je vais donc voir que quand j'analyse ce signal par une technique de périodogramme, eh bien, je dois obtenir des pointes qui, effectivement, représentent la forme du conduit vocal. Alors ici, ça, c'est le signal où j'ai pris seulement une tranche de quelques millisecondes.
Le signal, ici, vous ne regardez pas pour l'instant le signal vert. La fonction blanche qui est ici, c'est ce que j'ai obtenu avec la technique du périodogramme. Et ici, j'ai donc effectivement, vous voyez, plein de raies, et ces raies reproduisent effectivement la propriété du conduit vocal. Alors nous avons vu dans une des leçons précédentes qu'on pouvait aussi considérer que l'on avait un système d'équations suivant, c'est-à-dire que l'on avait effectivement l'impulsion, le signal de sortie du fait que c'est un AR qui est égal à xn plus A1, xn moins 1, plus etc. AP, xn moins P est égal au signal de glotte I de n. Alors en empilant toutes ces équations et en constatant que le signal de glotte est très fréquemment égal à 0, on a une technique d'estimation par la technique des moindres carrés des coefficients A. Cette technique d'estimation débouche sur une méthode qui est tout à fait semblable à ce que l'on obtient avec les équations de Yule-Walker. Alors on pourra dire tout simplement que quand on analyse effectivement, quand on veut retrouver le conduit vocal sur les parties voisées, eh bien, il suffit là aussi d'appliquer en fait une technique de type Yule-Walker. En appliquant cette technique-là, je vais obtenir la forme du conduit vocal et c'est ce que j'ai représenté ici. Vous avez vu que donc quand j'utilise cette technique-là pour retrouver les coefficients A1, A2, AP en faisant une technique de moindre carré sur ces équations qui sont là, j'obtiens effectivement une forme qui est très ressemblante au sommet ici de la courbe obtenue à partir du périodogramme et qui représente le conduit vocal. Alors il faut savoir que ces pointes-là portent un nom dans la littérature de la parole, ça s'appelle des formants. Les pointes de la fonction verte. Donc ce signal contient 4 formants. 1, 2, 3 et 4. Alors là, je peux utiliser le filtre A de Z dans le sens direct pour inverser le signal. Et en principe, si ça se bien, je retrouve l'impulsion glottique. C'est ce que je vois là. J'ai effectivement représenté le signal après avoir estimé les A de Z. Je les ai appliqués comme un filtrage RIF au signal X de n. Et donc je obtiens I de n. Et le I de n que j'ai obtenu, c'est celui-là. Maintenant, pour les parties non voisées, on dit tout bêtement que ces signaux-là sont des processus AR. Typiquement, par exemple, ici, j'ai pris d'ordre 12. Et voilà le résultat qu'on obtient sur la partie verte du signal que nous avons représenté. Ici, regardez là, j'ai pris cette partie du signal. Cette partie-là correspond à un son non voisé. Et donc, je vais en faire une analyse en considérant que c'est un processus AR. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends ce morceau de signal. Vous voyez, il est très, très chaotique. On pourrait même penser qu'il est difficilement prédictible. Eh bien non, il y a une capacité quand même de prédiction. Il a une certaine forme spectrale. Et cette forme spectrale, c'est ce qui est représenté ici. Comment j'ai fait? J'ai calculé les coefficients de covariance empiriques de ce signal. J'ai utilisé les équations de Yule-Walker pour inverser. J'ai obtenu les coefficients AI. Et j'ai représenté la fonction 1 sur A de Z en utilisant la formule que je vous ai écrite ici et que je remontre et qui est tout simplement le spectre S de F. C'est la valeur que j'ai estimée pour la valeur sigma 2 dans les équations de Yule-Walker et c'est les coefficients A1, A2, A12 que j'ai obtenus dans les équations de Yule-Walker et que j'applique dans une formule analogue à celle-là. C'est tout simplement la formule de filtrage. Alors évidemment, je peux appliquer là aussi le filtre A de Z au signal. En principe, pour revenir à du bruit blanc. Alors regardez ici, j'ai réappliqué le filtre A de Z au signal X de n. J'ai obtenu ce qu'on appelle un résidu et voilà ce résidu. Et pour essayer de voir si c'est un bruit blanc, j'ai tracé sa corrélation. Ce que je m'attends, c'est que si la corrélation est celle d'un bruit blanc, il doit y avoir un seul terme non nul, c'est la valeur en 0. Et tous les autres termes doivent être nuls, c'est-à-dire que toutes les corrélations que je vais essayer d'estimer en décalant le signal vont me donner quelque chose très voisin de 0. Alors je parle de calcul de corrélation au niveau empirique, c'est-à-dire que j'ai effectivement pris ce signal-là et j'ai utilisé les estimateurs empiriques des covariances pour vous montrer ce que j'ai obtenu ici. Alors voilà maintenant ici ce que l'on voit. Là j'ai reproduit en fait le résidu qu'il y a sorti effectivement du filtre RIF qui permet de revenir à l'excitation. Et on voit ici que les corrélations que j'ai obtenues à partir de ce signal en utilisant les formules empiriques de calcul des corrélations donnent une valeur maximum en 0 et des valeurs quasi nulles pour les valeurs différentes de 0. Donc je peux dire effectivement que j'ai assez bien atteint mon objectif. Le signal qui est ici peut être considéré comme quasi blanc et donc on peut dire qu'il a été pertinent finalement de représenter l'ensemble du signal qu'on a vu sur la tranche temporelle de quelques millisecondes, quelques dizaines de millisecondes, par un AR d'ordre 12, c'est-à-dire en fait à peu près 13 coefficients. 13 coefficients exactement. Alors il me reste un petit peu de temps, je vais effectivement faire un exercice sur la prédiction linéaire. Alors voilà l'exercice, c'est le suivant. On considère soit un modèle AR d'ordre P,
décrit par l'équation xn plus a1 xn moins 1 plus etc. ap xn moins p égale wn, où wn est un bruit blanc centré de variance sigma 2, et où a de z est différent de 0 pour module de z supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que tous les pôles sont à l'intérieur strictement du cercle unité. On pose x chapeau de n égale moins a1 xn moins 1 jusqu'à ap x de n moins p. Donc je pose ici cette quantité-là. Alors la question qu'on va vous poser, c'est les deux questions suivantes. 1. Montrer que h de n appartient à h de n-1x. Deuxièmement, en déduire que xn, chapeau, est la projection orthogonale de xn sur tout le passé à partir de l'instant n-1. Donc voilà les questions qui sont posées. Alors la première question, c'est extrêmement simple, c'est presque évident, une évidence, d'accord? A x de n chapeau est une combinaison linéaire de xn-1 jusqu'à xn-p. Et donc, c'est une combinaison linéaire, évidemment, de toutes les variables qui suivent avec le coefficient 0. Et donc, a fortiori, en étant une combinaison linéaire que de n-1, n-p, ce vecteur appartient bien évidemment à des combinaisons linéaires de plus de valeurs si je complète par des zéros. Et donc ici, la formule par définition même montre que xn chapeau appartient à h n-1. Alors maintenant, il s'agit de démontrer, j'ai déjà un bon candidat, et il s'agit de démontrer maintenant que c'est la projection, que ce vecteur-là, c'est la projection orthogonale. On va utiliser donc le principe d'orthogonalité. Et donc je vais calculer xn moins xn chapeau, et avec la définition que j'ai prise, je vais trouver évidemment wn. Je vous rappelle que j'ai volontairement pris ici, pour la valeur de xn chapeau, l'opposé ici de l'expression qui était là. Donc xn moins xn chapeau est précisément égal à wn. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à démontrer, c'est que wn, qui est la différence donc entre xn et xn chapeau, est orthogonale à hn-1. Alors cette orthogonalité, comment fait-on pour l'obtenir? Eh bien, on remarque la chose suivante. J'ai supposé que a de z était différent de 0 pour module de z supérieur ou égal à 1. J'en conclus donc que le processus stationnaire du second ordre associé à cette équation récurrente est un processus aléatoire qui s'exprime causalement en fonction du processus d'entrée. Résultat des courses, ici on peut voir une chose, c'est que wn est orthogonal effectivement à hn-1. Précisons, hn-1, je vous le rappelle, c'est l'ensemble, c'est le span engendré par toutes les variables x de u telles que u soit inférieur ou égal à n-1. Et évidemment ici, puisque tous les éléments qui sont là ne dépendent que de valeurs de wn dont les index sont strictement inférieurs à n, et que les wn sont orthogonaux entre eux, il est bien évident que n'importe quel élément, quel que soit le vecteur u appartenant à hn-1, ce vecteur u est orthogonal à wn. Et donc maintenant, je peux récapituler les deux points. Premièrement, le vecteur xn appartient à hn-1, et deuxièmement, xn chapeau appartient à hn-1, et deuxièmement, xn moins xn chapeau est orthogonal à hn-1. Et donc, c'est la projection orthogonale, on sait même qu'elle est unique, et donc il ne peut pas y en avoir d'autres. Et donc, effectivement, j'ai démontré ainsi que la prédiction sur tout le passé de xn à partir de ce passé était égale tout simplement à la combinaison linéaire obtenue avec les coefficients du modèle. Et on peut dire même plus, la projection, et je vais le dessiner par un dessin, une image un peu concrète,
Ici, je représente tout le passé, c'est-à-dire effectivement Hn-1. Ici, je représente uniquement le span engendré par x de n-1 jusqu'à x de n-p. Ben, ce que je peux dire, c'est la chose suivante. La projection orthogonale de xn sur son passé immédiat coïncide avec la projection orthogonale sur tout le passé. Tout se passe comme si j'avais un peu cette figure, c'est-à-dire que la projection orthogonale sur le span qui provient effectivement des n dernières valeurs coïncidait avec la projection orthogonale sur tout le passé. Cet exercice donc termine cette leçon. Alors pour plus d'informations, vous pouvez toujours vous connecter donc sur le site NetUno et cliquer sur MedNetU. Je vous remercie de votre attention.